Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses innovations ont vu le jour. Masques anti-buée ou transparents, crochets antivirus ou arches pour désinfecter les caddies. Tour d'horizon ce matin sur des innovations 100% bretonnes. Mais avant, comme d'habitude, on va retrouver Evan. Salut Evan. Salut Anne Fanté, bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, je vous emmène dans une cidrerie. La cidrerie Kérizac à Guinguette, à 18 km précisément du Morbihan et 18 km de l'Ille-et-Vilaine. Alors le cidre Kérizac, on l'a tous déjà bu un jour à la Galette des Rois du club de foot d'à côté ou alors au vernissage de la section aquarelle de ma grand-mère Geneviève qui nous regarde. Bref, ce cidre, il est célèbre dans la France entière et c'est une affaire familiale. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce caractère familial de la cidrerie Kérizac, qui d'ailleurs s'appellerait plutôt la cidrerie Guillet Frères? Oui, complètement. En fait, la cidrerie a 100 ans cette année, au cœur du bourg de Guinguette, et donc ça fait 4 générations qu'on fabrique les cidres Kérizac à Guinguette. Donc vous êtes une cidrerie et vous travaillez avec tout un tissu de producteurs de pommes autour d'ici. Expliquez-nous comment vous collaborez. Ouais, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, on a 38 pomiculteurs, donc producteurs de pommes cidricoles, pour fabriquer donc les produits Kérizac. On est sur la zone IGP Bretagne. IGP, c'est Indication Géographique Protégée. Exactement. Et c'est très important puisque nous, c'est les pommes d'ici, 100% pur jus, et depuis toujours. Alors justement, dans les pommes, on peut en trouver des belles rouges comme ça, et puis des jaunes comme on peut avoir à côté qui sont plus petites. Oula, j'ai failli tomber. Ce métier est un métier à risque. Comment est-ce que vous les assemblez, puis quelles sont leurs différences? Voilà, là on a une dabinette et là on a un petit jaune, donc effectivement de variétés différentes. D'ailleurs le petit jaune, ça va bien illustrer le fait du manque d'eau à un moment donné, et vous voyez, elle n'a pas grossi. Elle est pleine de sucre, par contre elle n'a pas pris de taille, de poids, quoi. Voilà. Et en fait, on va écraser toutes ces pommes cidricoles, on va obtenir des jus qui vont être soit des variétés douces amères, acidulées, et c'est l'assemblage, le mélange de ces différents jus qui va permettre de faire le cidre Kérizac. Alors justement, ce ne sont pas des variétés qu'on peut trouver dans le commerce où on croque dedans. Et ces variétés, elles sont assemblées par Marion, la maître de chai. C'est un peu comme le vin, on ira la boire tout à l'heure. J'aimerais qu'on bouge un petit peu pour voir ce que fait votre collègue et vous allez commenter parce que c'est quand même assez original. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, le système est simple, c'est qu'on a un parc à pommes qui est en pente et en fait, on se sert de l'eau à la fois comme moyen de transport et comme moyen de nettoyage. L'eau va faire tomber les pommes dans les rigoles. Une pomme saine flotte. Une pomme pourrie coule. Donc en fait, arrivé dans le bas du parc à pommes, on a une cavité plus profonde et les pommes pourries vont tomber au fond. Donc on va récupérer la matière saine qui va monter pour aller au niveau du pressage. Et là, on va avoir des géos de pression qui vont nettoyer la pomme. Tenez, mettez-vous bien comme ça parce qu'on ne vous voit pas à la caméra, c'est bien dommage. Alors les pommes, elles sont cultivées aussi selon ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Expliquez-nous. Oui, en fait, on fait de plus en plus attention à la manière dont on traite, où on va conduire le verger. Donc nos pomiculteurs sont suivis par un technicien, Tanguy, qui lui va les aider dans le suivi, la taille, le choix des variétés aussi à planter dès le départ. Et donc c'est vrai qu'on va utiliser entre autres des nichoirs à mésanges dans les vergers afin de manger un certain nombre d'insectes. On peut aller jusqu'à aussi certaines variétés de moutons qui vont permettre de manger l'herbe dessous et d'éviter les traitements. D'accord, et ça c'est vraiment un accompagnement que vous avez avec vos 38 producteurs partenaires. Oui, c'est très important, c'est-à-dire que notre technicien va les aider au quotidien, dès qu'ils ont des questions, pour échanger sur la méthode, le meilleur moyen de conduire le verger et d'amener l'arbre, le pommier, à maturité en fait. Voilà. Bon merci beaucoup Laurent, on va se retrouver dans quelques minutes avec Marion, la maître de chai, qui va nous montrer comment on assemble des pommes. Et puis moi je vais peut-être quand même en croquer une parce que paraît-il que la pomme, ça donne la pêche. Super blague. Et attention de ne pas tomber dans les pommes, je sais, jeu de mots nul. Allez, je vous le disais, si la crise nous obligeait à nous réinventer, jamais une épidémie n'avait autant inspiré d'innovation. Regardez en chiffres et en images. Tu m'ouvres la porte, s'il te plaît? Attends, je sors mon crochet Covid. C'est bien connu, en temps de crise, pour s'adapter à des situations nouvelles, il faut remettre en question ce qui existe, changer nos habitudes, évoluer, bref, innover.
Crise sanitaire oblige, nous avons réinventé nos relations sociales, en grande partie grâce aux innovations numériques. Enseignement à distance, télémédecine, visite de musée via son smartphone ou son ordi, le virtuel prend le relais et s'installe de plus en plus dans nos vies. Côté pro, 55% des Français ont utilisé des systèmes de visioconférence pendant le confinement. Et le télétravail a bouleversé durablement la vie de millions de salariés. Côté conso, le e-commerce, utilisé par près d'un Français sur deux pendant le confinement, a convaincu 90% des utilisateurs, obligeant de nombreux commerces à s'adapter. Mais l'innovation en temps de crise peut aussi nous rapprocher. Certains traiteurs, privés de commandes pour cause de mariage annulé, se réinventent grâce à des food trucks ou la livraison de repas à domicile pour personnes âgées, leur évitant ainsi l'entrée en EHPAD. En avant pour le monde d'après. Et dans ce monde d'après, place à nos inventeurs bretons. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par un petit tour de table. Hugo et Joanne Lejeune, bonjour, vous êtes les créateurs du concept Sambué. Tous les porteurs de lunettes vont vous bénir, moi y compris. Alors expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Alors le Sambué, bonjour déjà. Le Sambué, c'est une languette en matière plastique que l'on va venir positionner sur le haut du masque et qui donc va permettre en effet de ne plus avoir de baie sur les lunettes. Du coup, on le colle vraiment en haut du masque et il s'accroche. Tout à fait, c'est ça. Il va s'accrocher, alors pour les masques en tissu ou en papier, en fait il va s'accrocher grâce à sa partie intérieure qui est composée en velcro. D'accord. Et donc je peux le poser donc, sur mon masque, tout simplement. Comme un autocollant en fait. Exactement, si on veut. Et la particularité du velcro, c'est qu'il est réutilisable. Okay. Donc une fois que j'ai fini d'utiliser ce masque-là, j'en prends un nouveau et je le repositionne. Vous faites un test grandeur nature, si vous mettez votre masque maintenant, il n'y aura pas une seule buée. Non, il n'y aura pas de buée. Je mets mon masque, je le préforme. Alors, je vais enlever mes lunettes parce que c'est plus simple à mettre. Et la grande inspiration. Ah, c'est génial. Et voilà. Le problème est réglé. C'est super. Alors Marie Gourand, c'est à vous. Vous avez créé à deux la société Marose. Alors vous fabriquez des masques qui s'adressent essentiellement aux sourds et malentendants. Montrez-nous un petit peu votre petite invention. Bonjour d'abord. Et alors voilà. En fait, avec Rosen, donc votre associée, mon associée, on s'est rencontrés pendant le confinement également. Nous avons trouvé l'idée de rendre service en fait à une personne. C'est Lorraine. Lorraine était qui est interprète de langage des signes et en fait nous a expliqué le problème où elle ne pouvait plus communiquer. Et ça nous a tenu à cœur. On a trouvé l'idée du masque transparent en fait. Parce que là, quand vous nous parlez, on voit complètement ce que vous nous dites. Voilà. Le langage labial. Il permet aussi d'effectuer le langage des signes aussi, et de pouvoir également de respirer aussi convenablement. D'accord. Voilà. Alors Jean-Philippe Lavigne, vous dirigez la société Ocen, spécialiste en traitement d'eau. Vous avez mis sur pied une machine qui désinfecte les caddies. Comment ça marche ? On n'a pas la machine sur le plateau, bien évidemment, mais on va voir à l'image cette machine. Bonjour à tous. Ouais. Alors, comment ça marche ? Là aussi, le concept est né dans la tête d'un de nos collaborateurs qui, en rentrant chez lui, en faisant des courses ce soir, s'est dit « je vais manipuler un chariot qui n'a peut-être pas été désinfecté, que tout le monde ou que d'autres personnes avant moi ont touché. » Donc, il est rentré à l'entreprise le lendemain en disant « voilà, j'ai pensé à telle chose » et il a réuni l'équipe technique et en l'espace de 48 heures, l'Arc Protect, donc système de désinfection des chariots, a été conçu. Et enfin, on retrouve Vincent Koch. Bonjour, vous êtes responsable qualité à Oxymax. Alors, spécialisé dans la découpe industrielle au laser, vous avez inventé le crochet antivirus. Expliquez-nous comment ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, on a lancé un petit crochet multifonction que je tiens dans les mains, en cuivre ou en inox, qui permet vraiment d'être très utile au quotidien dans tous les gestes qu'on peut avoir en se déplaçant, pour éviter tout contact avec une surface qui est potentiellement contaminée. On peut appuyer sur les boutons d'ascenseur, c'est ça, et puis accrocher le crochet à une poignée de porte, c'est ça ? C'est ça. Dans les toilettes publiques, soulever les robinets, taper son code de carte bancaire. Dans les ascenseurs, appuyer sur les boutons, sur les sonnettes. Voilà, il y a plein de petits gestes du quotidien qui peuvent permettre d'être plus sécurisé, de mieux l'utiliser avec ce petit crochet qui tient sur un porte-clés. Et qui peut être utile. Et comment vous en êtes venu à vous lancer dans ce crochet antivirus ? C'était en plein confinement, j'imagine ?
Oui, pendant le confinement, on a fermé l'usine pendant 15 jours. Et quand on est revenu, on s'est vraiment demandé qu'est-ce qu'on pouvait apporter déjà à nos salariés avec nos moyens de production pour améliorer leur quotidien et qu'ils travaillent dans des bonnes conditions. Et le principe du crochet existait déjà, mais on en trouvait simplement qu'en Asie, principalement à vendre sur Internet. Donc on s'est dit pourquoi pas utiliser nos lasers, notre stock de matière et avec un peu d'huile de coude, essayer de réfléchir à un crochet avec un design un petit peu épuré. On a fait quelques prototypes. On l'a lancé en interne. On s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant pour les personnes autour de chez nous. On l'a mis sur notre site internet avant. Et voilà, ça s'est développé comme ça. On va revenir tout à l'heure sur votre aventure. Alors, Hugo et Joanne Lejeune, qui a eu l'idée de cette languette? Dites-nous tout. Nous deux. Ouais. En fait, c'est vraiment l'histoire du 100B, c'est vraiment la mutualisation de deux entreprises et chacun de notre côté, on a été capable d'apporter en fait la connaissance de l'un à l'autre et ce qui nous a permis de penser au problème et on a bossé dessus en étroite collaboration. Pendant plusieurs mois, on va cumuler à peu près 6 mois de développement entre les prémices du produit et puis aujourd'hui le résultat final. Et comment s'est fait cette réflexion à deux? Vous vous êtes dit, tiens, c'est une languette qu'il nous faut. J'imagine que vous avez essayé quand même pas mal de choses. Oui, alors ça a été d'abord de se mettre autour de la table, comme je dirais un peu comme n'importe quel produit qu'on développe, et de se dire aujourd'hui, voilà, on a un problème, il y a de la buée sur les lunettes. Lorsqu'on porte un masque, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on est d'abord parti sur des projets très très compliqués, parce que quand on a toujours l'impression que c'est trop simple, et puis plus ça allait, plus on a commencé à réaliser des prototypes, et on s'est rendu compte que entre guillemets, une simple languette permettait de réellement de ne plus avoir de buée sur les lunettes. Alors vous, Jean-Philippe Lavigne, vous le disiez tout à l'heure, c'est grâce à un salarié que vous êtes lancé dans cette innovation. Finalement, ça a été plus compliqué de convaincre vos premiers clients, c'est ce que vous me disiez. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Ce produit n'existait pas sur le marché et donc il n'y avait pas de demande particulière. On n'a pas répondu à une demande, on a créé le produit. Et le premier prototype, nous sommes allés le présenter à deux dirigeants de supermarchés qui, après la première visite ou pendant la première visite, nous ont dit « bof, ouais, c'est pas mal ». Et puis ça s'est arrêté là. Et puis 24 heures après, c'est eux qui nous ont rappelés en disant « mais on a réfléchi et revenez nous voir ». Et là, on a commencé effectivement à travailler la finalité du produit, la finalisation du produit. Et globalement, une semaine après, on commercialisait. D'accord. Marie Gourand, alors vous étiez bénévole. Complètement. Vous n'avez même pas pensé qu'un jour vous fonderiez en tout cas votre société, Marose. Comment vous êtes venu à basculer d'un pont vers l'autre? Alors pareil, confinement, donc que faire? Surtout ne pas rester sans rien faire, ça c'est sûr. Manque de masques, donc forcément, je suis couturière de base, donc je me suis dit je vais coudre des masques. Avec les réseaux sociaux, ça a très très bien marché. On a de la chance à Brest d'avoir un site sur le Solidarité Coronavirus Brest, qui a été donc lancé par Hervé Hugo. Et donc moi je me suis un petit peu inscrite, j'ai rejoint le groupe et fabriqué quelques masques chez moi en tissu et la demande était forte. Et quelques masques vont se transformer en milliers de masques. Ah mais complètement. Et j'ai rencontré virtuellement d'abord Rosen qui était comme moi, en fait, exactement comme moi. Et on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça, il y a trop de demandes, il faut qu'on s'organise. On a donc créé l'association Mascarade. Ça a pris de l'ampleur. On a réussi merci la ville de Brest de nous avoir prêté un local. Donc de là, on a fourni plus de 5000 masques. Non, 10 000, pardon. 10 000 masques à deux, mais avec quand même beaucoup de l'aide. Donc déjà, merci à tous les gens qui nous ont aidés parce que c'était une aventure magnifique. Et un jour, la machine à coudre de Rosanne est tombée en panne et on a lancé sur le groupe un appel à l'aide. Parce qu'il faut savoir que quand même, vous continuez à travailler... Alors là, en confinement, non. Et là, oui. Aujourd'hui, vous êtes... Et aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on est tous les deux salariés, toujours, oui. Oui. Et bon, nous avons conçu ce masque-là, en fait, pour aider juste une seule personne, en fait. Et ça a finalement, la machine a pris... Alors, je me retourne vers Vincent Vioc. Vous, c'est un impératif pour vous de mettre à profit votre cœur de métier dans cette période un peu instable économiquement? Oui, complètement. Complètement. C'était vraiment important de retrouver une activité, de
Voilà, essayer de se faire connaître aussi, dépasser un petit peu les frontières de la Bretagne, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Et ça nous a permis vraiment, avec ce crochet, de communiquer aussi sur les possibilités de l'entreprise en tant que sous-traitant. Et quelles sont aujourd'hui les retombées pour l'entreprise Oximax? C'est beaucoup de visibilité. Nos clients sont principalement bretons dans notre historique. Et actuellement, on a eu des demandes qui venaient un petit peu de l'étranger, du Luxembourg, de Belgique, de Suisse, du sud de la France, de Guadeloupe même. Voilà, un peu de visibilité, faire connaître nos métiers, valoriser la métallurgie et sortir de nos frontières. Alors vous, Jean-Philippe Lavigne, ça fait 6 mois que vous avez commercialisé votre machine. Quel bilan tirez-vous? Ça a marché, ça a cartonné, vous croulez sous les demandes? Alors, le premier bilan, effectivement, il est que positif, puisque sur la première période qui a été la phase dure du confinement, ça nous a permis effectivement de générer de l'activité, ça nous a permis d'occuper donc les salariés à la fabrication, et puis ça a permis effectivement aussi de faire connaître l'entreprise, puisqu'on a utilisé aussi beaucoup les réseaux sociaux, on a bénéficié aussi de l'aide de France 3, on a bénéficié effectivement de l'aide de la presse, et ça a donné une certaine visibilité aussi, une certaine connaissance de l'entreprise. Les ventes se sont affolées au tout début, effectivement, puisque c'était nouveau, donc beaucoup de supermarchés se sont lancés sur ce produit. Et bizarrement, pratiquement au moment du déconfinement, les ventes ont chuté brutalement pour ne reprendre qu'au moment de l'été. Alors vous, le jour J approche bientôt. La commercialisation, c'est pour dans 2 semaines à peu près? Oui, à peine, le 23 octobre exactement. Donc, Alors l'excitation est à son comble, parce qu'après des mois et des mois de recherche... Oui, il n'y a pas que la nôtre, parce qu'on a déjà sur le site internet de notre partenaire où on peut avoir des précommandes. D'accord. Faut bien que les gens entendent, c'est qu'en effet, le produit ne sera disponible qu'à compter du 23 octobre, ce qui était prévu au calendrier initial. Mais oui, là, ça commence vraiment à foisonner, à bouillonner. Et combien de languettes vous espérez vendre Le plus possible. Vous avez prévu des milliers? Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop, parce que c'est quand même des marchés déjà liés au Covid. Après, on espère on a beaucoup aujourd'hui de sociétés dans l'agriculture, le côté... l'agroalimentaire, notamment l'agroalimentaire, l'industrie, en fait, qui ont ces réels besoins. Ce sont des choses, donc alors, comme dit Johan, liées au Covid. Qui peuvent porter au début. Mais ensuite, après, ça peut perdurer. Pensons notamment à nos soignants. Parce que nos soignants, c'est quelque chose qui est récurrent pour eux. Le port du masque ne date pas d'hier. Donc les problèmes de buée, ça les concerne. Et après, en termes de chiffres, on peut espérer 70 000 à peu près. Par semaine. Ouais. Pour l'instant, on peut les trouver uniquement sur Internet, c'est ça? Oui. Pour le moment, pas sur Internet. Et en précommande. Ouais, et prochainement, dans différents réseaux de distribution, ça peut être les grandes surfaces, mais ça peut être les pharmacies, ça peut être les opticiens, etc. Justement, ce que dit Hugo Lejeune, c'est compliqué de pouvoir se lancer quand on ne sait pas comment le marché va évoluer. C'est ce qui vous empêche finalement aujourd'hui, Marie, de vous engager dans cette voie de fabrication des masques? On y va à notre rythme, on y va progressivement. On ne connaît pas le lendemain, on n'a pas envie de quitter notre travail non plus pour l'instant. C'est un milieu aussi nouveau pour nous. On cherche de l'aide, forcément. Elle cherche des appuis. Je pense que l'appel est lancé. Si vous pouvez lui donner vos conseils de chef d'entreprise. Je m'adresse juste rapidement à Monsieur Kioch. Comment vous imaginez l'après-Covid? Parce que vous êtes adapté. Est-ce que ça vous a obligé à réinvestir d'autres champs de recherche, par exemple? Oui, on s'est recentré sur notre métier. On a vraiment essayé de chercher de nouvelles façons de travailler. Pour nous, par exemple, c'était la première fois qu'on créait notre propre produit, qu'on vendait nous-mêmes sur notre site internet. Donc l'après-Covid, peut-être ce sera plus de communication en ligne, peut-être des nouveaux modes de vente, des nouveaux modes de commercialisation. Et là-dessus, vraiment, on a appris avec ce crochet. Et après, on ne sait pas trop comment l'avenir sera. Vous pensez déjà à des activités liées au Covid Alors, pour répondre à cette même question, la première chose, c'est qu'effectivement, le métier de l'entreprise au quotidien n'a pas changé. Donc, on a continué à travailler sur nos cœurs de métier. L'innovation qu'on a lancée
nous a permis d'aller aussi tester d'autres marchés avec d'autres équipements. Et on a ouvert la porte effectivement à ce type d'innovation qui n'était pas vraiment prévu à l'origine. Et dans nos plans d'action, on est un peu comme les autres entreprises ici. On a ouvert cette brèche, mais est-ce que ça va durer 3 mois, 6 mois, 3 ans? Donc on ne doit pas capitaliser que sur cette activité. On doit s'y préparer, peut-être appuyer sur l'accélérateur. Et ce qu'on a mis en place, ce sont effectivement des outils et des moyens pour que si la demande est forte, on puisse y répondre. D'accord, donc on sera tous au moins d'accord sur un aspect. Le Covid aura réussi à stimuler toutes vos créativités. Merci Vincent Kioch d'avoir été avec nous à distance. En tout cas, j'espère que ça va marcher. Mais j'ai aucun doute, je pense, autour de ce plateau. Le génie breton a encore de l'avenir. Mais restez avec nous. On va partir retrouver Evan. Evan qui est aujourd'hui dans les coulisses de la cidrerie Kérissac. Pour faire écho à ta blague de tout à l'heure, Enfanté, non, je ne suis pas tombé dans les pommes. Je suis avec Marion maintenant, au milieu des cuves, dans la cave. Tu vas nous expliquer, puisque Marion, tu es maître de chai. Enchanté déjà, parce que maître de chai, c'est la classe. Explique-nous un petit peu ton métier. Alors mon métier, c'est la responsabilité de la cave, donc gérer tous les mous qui arrivent suite au pressage pour les transformer en cidre. Alors justement, on va rentrer dans le détail, mais si on repart tout à l'heure, on était au niveau de nos montagnes de pommes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les pommes et les cuves? Alors, entre les pommes et les cuves, on les a broyées, on les a pressées pour en extraire justement ce mou de pomme et qui donne... Alors, je fais le petit assistant de la maître de chai, mais ça, c'est du mou de pomme. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le jus de pomme brut sur lequel on va devoir travailler pour élaborer nos cidres. Et alors, comment est-ce qu'on passe du jus de pomme au cidre? Je pense que c'est une question que beaucoup de Bretons et Bretonnes se posent. Alors, en fait, pour élaborer un cidre, d'abord, il faut le laisser fermenter. Ça, c'est la première étape de notre process. Nous, on utilise les levures naturellement présentes sur la pomme pour faire fermenter nos différents cidres. Alors, il faut savoir qu'on utilise en fait la saison. Les pommes que l'on va presser plutôt en début de saison vont fermenter en septembre quand il fait encore un peu doux. Et ensuite, on va réceptionner et presser les pommes plus pommes acidulées qui vont nous servir à faire nos cidres doux et donc qui vont plus se maintenir pour fermenter plus lentement. Justement, la différence entre un cidre doux et un cidre brut, c'est quoi? Alors, la différence, ça va être la variété des pommes que l'on va utiliser, forcément. Sur un cidre doux, on va avoir des variétés plus acidulées, plus fraîches, avec vraiment une odeur, un goût de pomme. Alors que sur un cidre brut ou traditionnel, on va utiliser des pommes plus tanniques, des douces amères, qui vont apporter un peu plus de structure et un peu plus de corps à ces cidres-là. Alors justement, là, on a préparé des exemples. Parlons un peu visuel. Je te laisse nous les commenter. Tiens, passe à côté. Oui. Tu vas nous expliquer la différence entre ces deux types de cidre. Alors là, on est sur un cidre donc doux. On le voit bien, il est plus clair, plus acidulé. On le voit à la couleur. Alors que là, en parallèle, on va être sur un cidre plus tannique, plus coloré et qui va nous donner, c'est un élément d'assemblage pour faire un cidre traditionnel. Et alors, quand on est maître de chai, ça veut dire qu'on passe un peu notre temps à goûter les cidres dans les cuves pour savoir comment les ajuster? Complètement. Moi, mon quotidien, c'est effectivement de déguster les cuves, connaître ma cave, connaître... C'est sympa comme métier. Oui, c'est pas mal, je vous l'avoue. Ouais, c'est vraiment connaître ce qu'on a en stock pour se dire, telle cuve, je vais l'assembler avec telle autre cuve pour faire notre cidre traditionnel ou notre cidre brut ou notre. En fait, c'est un peu comme le métier, comme le vin, en fait. Exactement. Il y a beaucoup d'ailleurs de bars à cidre qui s'ouvrent. C'est de plus en plus tendance de montrer que le métier de la pomme se travaille un peu comme le métier du raisin. Oui. Pour finir, comment est-ce que tu as appris le métier de maître de chai? Alors moi, je sors d'une école d'ingénieur dans l'industrie agroalimentaire et en fait, toutes mes expériences professionnelles, je les ai faites dans le domaine du vin et spiritueux, avec notamment des expériences dans le cognac ou dans le champagne. D'accord, voilà, comme ça on sait comment est-ce que tu as appris toute cette technicité. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va se retrouver de l'autre côté de la cave, au milieu des bouteilles qui sont prêtes à être vendues et distribuées. C'est à toi, Enfanté. À tout à l'heure, Evan. On passe maintenant à notre volet emploi. Chaque jour, on vous présente un métier. Voici le portrait de Ludovic, sa profession boucher. Regardez. Monsieur, bonjour. 120 grammes. Très bien. Un beau beefsteak dans la poire. Avec ceci. Je m'appelle Ludovic Dulon-Corti, je suis boucher depuis 1996.
C'est un souvenir de tout petit, quand j'allais avec ma grand-mère chercher la viande au marché, on allait tout le temps à la boucherie et ça me passionnait. La viande, la petite tranche de saucisson que le boucher me donnait à l'époque quand j'allais chercher la viande. Là, il y a 990 grammes, c'est bien. Pour moi, ce qui me plaît, c'est travailler une viande qui a été élevée par un éleveur, qui l'a élevée avec passion aussi, certainement. Nous, c'est prendre le relais et la travailler et la vendre. Et c'est ça notre métier. Là, je vais faire les plats de côte d'agneau pour mettre en vitrine. Là, on enlève la petite peau qu'il y a sur la carré de côte. On détaille les côtelettes. Ah bah la boucherie, oui, c'est technique. Hein. On a 2 ans d'apprentissage où on apprend les bases. Mais après, il faut une dizaine d'années pour se dire vraiment boucher, quoi. Ce matin, je me suis levé, il était à peine 4h, 3h50, je fais mes achats. Et puis après, il y a la journée à mettre en place. On décharge le camion, on range tout ce que j'ai ramené et puis on prépare. Bah, il faut ranger les colliers de bœuf et les filets de bœuf qui sont rentrés ce matin. Oui. On va casser la cuisse de bœuf aussi, l'éplucher, quelques steaks. Ok, patron. C'est très physique, ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment aimer ce métier parce que sinon, on ne tient pas. Ah, il y a de l'épaule de veau comme ceci, il y a du plancher, du travers. L'épaule de veau, pour mijoter, c'est bien. Les gens, ils aiment bien les conseils. On connaît un petit peu leurs habitudes, on sait ce qu'ils aiment. Et quand on a des bons produits, on leur propose. Ça leur fait toujours plaisir. Quand ils voient qu'on pense à eux et qu'on sait ce qu'ils aiment, c'est comme ça qu'on fidélise la clientèle. Ouais. Alors, 8 tranches de bacon. Hein. Ouais. Merci, bonne journée à vous. Au revoir, monsieur. Ah bah moi, oui, je continue. Oui. Je ne pourrais pas faire autre chose. Je suis heureux ici. Voilà pour le portrait de Ludovic Boucher dans la vie. Nous a rejoint Karen Goharin. Bonjour, vous êtes conseillère Pôle emploi à Auray. Alors, on vient de le voir, hein, Ludovic exerce son métier dans un commerce de détail, mais il y a d'autres lieux où on a besoin de bouchers. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on exerce le métier de boucher soit en effet comme Ludovic dans une charcuterie, boucherie traditionnelle, également en grande distribution. Donc, postes différents dans les abattoirs ou également sur les marchés. Et quelles sont les grandes missions du boucher ? Alors, donc, les grandes missions du boucher consistent, alors, selon également les postes qu'on détient, la première phase, c'est les achats. Hein, donc, on achète sa viande chez les grossistes, en abattoir ou bien directement au producteur, chez le petit producteur. Ensuite, on apporte donc dans leur laboratoire, ils découpent, ils désossent et préparent la viande. Certains bouchers sont également traiteurs, donc peuvent préparer des plats traditionnels et donc terminent par la vente de leurs produits face à leurs clients pour ainsi les fidéliser à suivre. Quelles sont les formations qui existent pour devenir boucher ? Alors, on exerce donc pour devenir boucher. Tout d'abord, on peut soit passer donc un CAP ou un bac pro, c'est la base pour devenir boucher. Et ensuite, on peut évoluer sur un brevet de maîtrise, brevet professionnel et des licences supplémentaires existent également. Alors, c'est un secteur qui offre de belles opportunités dans la région. Dites-nous en plus. Aujourd'hui, donc sur le site de pôle emploi.fr, nous répertorions 545 offres d'emploi. Hein, donc c'est un métier aujourd'hui qu'on dit en tension. Il est en quête permanente de recrutement. C'est un monde où ils essaient de redorer donc, l'image d'une profession donc, qui souffre d'un manque d'attractivité importante. Et quelles sont les perspectives d'évolution de carrière notamment ? Alors un boucher peut soit rester, on va dire, sur la base, mais peut évoluer en chef de rayon sur de la grande distribution, mais peut évoluer également en chef d'entreprise. Hein, le plus gros poste aujourd'hui, ça va être de créer son entreprise. Et quels sont les salaires que l'on peut espérer dans la profession ? Aujourd'hui, un boucher va débuter à peu près à 1 700 € brut. Donc la tranche en moyenne, ce qui ressort, c'est 1 700 à 2 900 € brut mensuels. Et un dernier petit conseil pour ceux qui souhaitent postuler, Karen ?
Alors aujourd'hui, donc Pôle emploi met à disposition, si vous souhaitez, plusieurs applications. Là, je vais m'attarder aujourd'hui sur la bonne alternance. C'est un nouveau service que Pôle emploi met en place. Donc la bonne alternance.pôle-emploi.fr. Ça vous permet donc de rechercher. Donc c'est une application ou un site qui vous géolocalise, pardon. Donc vous indiquez le métier, donc la boucher, le périmètre dont vous recherchez, donc sur 10 km, 30 km, vous avez le nombre d'entreprises qui sont susceptibles et qui recrutent en apprentissage des bouchers. Là, à titre d'exemple, sur Auray, j'ai pris donc, la bonne alternance au métier de boucher à 10 km aux alentours. Nous avons 32 entreprises qui recrutent en alternance. Merci beaucoup pour ces tuyaux, Karen Goharin. Et on le sait, sur le marché de l'emploi, on a souvent tendance à croire qu'être âgé est un inconvénient quand on recherche un travail. Eh bien, Arthur Pertigoz nous démontre cette idée reçue. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Plus de 50 ans ? Et alors ? Si passé 50 ans, vous pensez qu'aucun recruteur ne voudra de vous, c'est que vous ne voyez pas tout ce que vous pouvez lui apporter. Pourtant, à plus de 50 ans, votre expérience est précieuse. L'urgence, les imprévus, 30 ans d'activité vous ont appris à gérer. Plus mature, vos décisions sont plus réfléchies. Si les jeunes sont plus rapides, l'expérience acquise dans votre métier précédent et dans votre vie vous rend plus efficace. L'entreprise, vous connaissez. Les codes, vous vous adaptez. En formation, la différence d'âge avec vos collègues a été enrichissante. Et franchement, les enfants sont grands, vous êtes beaucoup plus libre de votre temps et mentalement plus disponible pour le boulot. Et surtout, après 30 ans de carrière, vous êtes le meilleur élément pour accompagner une équipe plus jeune. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Voilà pour notre page emploi. On va parler solidarité maintenant. Chaque jour, on vous donne des idées pour vous engager. Que diriez-vous de devenir bénévole pour apprendre le français aux migrants ? C'est notre idée du jour. J'aimerais bien venir en aide aux réfugiés. Mais comment faire ? Leur apprendre le français. C'est une bonne idée. Si vous avez à cœur de donner toutes leurs chances d'intégration aux migrants, rien de mieux que de leur apprendre le français. Pour cela, pas besoin de qualifications particulières. La plupart des nombreux organismes ou associations qui proposent ces cours vous donneront une rapide formation. Il existe 2 types d'apprentissage. Des cours de français langue étrangère, FLE, pour des personnes qui ont été scolarisées dans leur pays d'origine, et des cours d'alphabétisation pour des personnes peu ou pas scolarisées. Cela demande en général un engagement d'au moins 1 à 2 heures par semaine pendant une année scolaire. Léna est bénévole dans une association d'alphabétisation. On organise des cours qui sont fondés vraiment sur les échanges interculturels parce qu'on a des cours très multiculturels avec parfois une dizaine de nationalités représentées. Et on organise également des sorties culturelles dans des musées, dans des lieux patrimoniaux, au cinéma. Voilà, ce qui permet à la fois de créer des moments de convivialité, des moments d'apprentissage pour eux et de favoriser encore une fois l'intégration par la langue et par la culture dans notre pays. Être bénévole pour apprendre le français aux migrants, c'est leur rendre un énorme service, c'est à la portée de tous et c'est passionnant. Et il existe de nombreuses initiatives solidaires en Bretagne qui participent à l'intégration des migrants et réfugiés. Anouk Meller-Solaire, bonjour. Vous organisez pour la 3e fois à Rennes le Refugee Food Festival. Alors racontez-nous un peu déjà quel est le principe de ce festival. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, c'est la 2e édition. Ah, c'est la 2e édition à Rennes, d'accord. Mais à Paris, c'est la 3e, je crois, cette année. Oui, à Paris, ça existe depuis plus longtemps. Alors, en fait, le Refugee Food Festival, c'est une initiative donc, qui a démarré à Paris. Et c'est un festival qui offre la possibilité à des personnes réfugiées d'intégrer le temps d'un ou de plusieurs services, les cuisines de restaurants dans leur ville. L'idée, c'est... en ouvrant les cuisines à ces personnes réfugiées, de valoriser leurs compétences, de vraiment remettre l'humain au cœur de cette initiative. Et puis derrière, on a aussi un volet d'insertion professionnelle. On va y revenir tout à l'heure. Cette année, où est-ce que nous emmène un peu ce voyage culinaire ? Faites-nous rêver. Alors, cette année, on est... donc, c'est à partir de vendredi, là. On démarre à la Grenouille à Grande Bouche avec de la cuisine syrienne. Le lendemain, on propose à la Maison des Familles un atelier de cuisine soudanaise.
Et enfin, le lundi, on a de la cuisine syrienne à nouveau, mais plutôt la franco-syrienne, parce que c'est vraiment un travail à 4 mains avec le chef de la Petite Ours. D'accord. Voilà. Et quel est le parcours de ces personnes qui s'invitent dans les cuisines de chefs rennais? Ils ont été cuisinés dans leur vie, dans leur pays, ou c'est une appétence, voilà, un hobby Ouais, on a plusieurs profils. On a une partie de ces personnes qui sont des professionnels, qui, voilà, dont c'était le métier dans leur pays d'origine, et voilà, qui souhaitent réintégrer cette profession maintenant qu'ils peuvent reconstruire une vie, quoi. Et on a aussi des gens qui sont passionnés de cuisine, qui ont des compétences et des savoir-faire incroyables et un patrimoine vraiment qu'ils ont emmené avec eux. Et l'occasion le festival est une occasion pour eux en fait de tâter le terrain, de prendre la température. Est-ce que je... C'est une immersion un peu comme une expérience. Voilà. Est-ce que je me vois en faire vraiment mon métier? En général, les retours sont très positifs. D'accord. Et puis, la cuisine, il y a ça aussi, ce côté universel. Ouais. C'est par ce biais-là que vous voulez changer les regards aussi sur les réfugiés? Oui, l'idée, c'est, grâce à la cuisine, de réunir autour de la table voilà, des personnes, des mentalités voilà, qui peuvent être différentes. Mais le regard, il va converger de manière positive voilà, grâce à ce qu'on a dans l'assiette, avec la personne qu'on a en face de nous. Oui, voilà, on remet vraiment l'humain au cœur. Vous connaissiez un petit peu autour de la table le Refugee Food Festival? Pour moi, non. Non, pas du tout. C'est une belle découverte. Alors, ce festival, vous le disiez tout à l'heure, peut servir également de tremplin pour les personnes qui participent au projet. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Alors, donc nous, on ne peut pas garantir un emploi, évidemment, à la sortie du festival, mais déjà, c'est une porte vers l'emploi dans la mesure où il y a une prise de contact. Nous, on essaie de commencer à avoir un petit réseau aussi. Donc, évidemment, on essaie de le faire fonctionner quand on peut. Et puis, enfin, on a surtout une formation là, qui s'appelle la formation Sésame, qui est développée depuis le mois de septembre. Ça a pris un peu de retard avec le Covid, mais là, qui a démarré au mois de septembre, et notamment à Rennes, qui est une formation qualifiante au métier de commis de cuisine, et donc diplômante, qui dure 6 mois et qui est portée par le réseau Acto Fafi et montée en collaboration avec Envergure et le Refugee Food Festival. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des nouvelles des anciens participants, ceux qui ont participé l'année dernière? Est-ce que certains ont commencé une formation ou ont pu trouver un petit travail Alors, il y a une personne qui a monté son auto-entreprise, qu'on peut retrouver notamment sur le marché de béton. D'accord. Voilà. Et voilà, il y en a un qui était cuisinier. Là, il a fait une formation en crêperie. D'accord. Et puis bon, on a aussi une personne avec qui on a vraiment tissé des liens de confiance très forts et qui reparticipe au festival cette année. Et voilà, qui évolue à son rythme, mais qui est une excellente cuisinière. Restez toujours en contact. Voilà. Et une dernière question, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager pour la cause des réfugiés? C'est une question qu'on demande à tous nos acteurs solidaires. Ouais, avec mon amie Hélène Ingan qui porte le projet avec moi pour la ville de Rennes. On a été, comme beaucoup de personnes, très émus par ce qui se passait lors de la première vague de la crise migratoire qu'on a connue il y a quelques années. Et on a cherché un moyen de s'investir. Moi, je suis cuisinière, elle est graphiste, mais elle est hautement intéressée par la nourriture. Merci. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Annick Méléard-Solaire, d'être venue témoigner sur notre plateau. Le Refugee Food Festival, c'est du 16 au 19 octobre à Rennes. Allez, on continue à égayer nos papilles avec Evan. Evan que l'on retrouve à la cidrerie Kerdrissac aujourd'hui. Oui, Anne Fantet, notre visite exclusive de la cidrerie Kérizac continue. Cette fois-ci dans le stock, là où vous stockez toutes vos bouteilles. Il y a de quoi s'amuser ici. Mais alors, avant de commencer à parler des bouteilles, Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé entre les chais, où on était avec Marion tout à l'heure, et ces palettes de bouteilles? Alors donc Marion vous a expliqué comment on faisait notre assemblage, donc mélange des différents jus pour obtenir donc le goût du Kérizac souhaité. Et ensuite donc sur la chaîne de conditionnement, on va remplir les bouteilles, doux, brut, traditionnelles. On va les mettre en carton ou en caisse, suivant le réseau de distribution.
Et après, on va venir les stocker dans un des bâtiments, dont celui-ci, où vous pouvez voir donc des palettes de caisses qui sont destinées à la crêperie. Justement, où est-ce qu'on le trouve, le site Kérizac ? Alors le site Kérizac, on a 2 gros circuits de distribution, la partie crêperie que vous voyez ici, restauration, et puis la partie grande distribution, les enseignes avec lesquelles on travaille depuis déjà maintenant de nombreuses années. Et c'est du 100% pur jus ? Complètement, 100% pur jus, breton, ça c'est très important. On insiste, vive la Bretagne, j'ai bien compris. Bon, ça c'est moi qui le dis. Comment vous faites ? Parce que il y a quand même un gros caractère saisonnier dans le cidre. On voit toutes les pommes sont livrées. En ce moment, on est en pleine saison. Et pourtant, on a du cidre toute l'année. Donc, ça veut dire que le jus, il faut le conserver. Comment vous faites ? La particularité, c'est qu'en fait, on a 2 mois et demi pendant la campagne de pommes où on va écraser les fruits, obtenir des jus, les stocker. Donc là, on a plus de personnel puisqu'on travaille 24 heures sur 24, 6 jours par semaine. Donc là, on a plus d'effectifs à cette période-là. Et puis, on a le reste de l'année pour mettre en bouteille et répondre en fait aux commandes de nos clients. Voilà, donc il faut une grosse capacité de stockage de jus. Ici, c'est 5,5 millions de litres, 55 000 hectos de cuverie. Et puis après, en produit fini, on a environ 1 million de bouteilles en permanence en stock sur le site pour répondre aux commandes de la grande distribution et donc des crêperies. Alors, on le disait, vous êtes installé en plein cœur du petit bourg de Guinguette. Justement, j'imagine que l'entreprise a un vrai rôle économique et social. C'est vrai parce que là, pour notre 100e année, cette année, on a essayé de faire le calcul du nombre de personnes qui ont pu passer par la cidrerie en 100 ans. Et en fait, c'est énorme parce que pour un stage, pour une période estivale, pour une semaine, 15 jours, et c'est vrai que c'est énorme. Donc, il y a un rôle social important, économique forcément, puisque ça mène de l'emploi. Donc, ouais, c'est un des poumons d'une commune et celle de Guinguette. Donc, on en est aussi important. Très fiers. Voilà. Alors, juste, ça y est, on voit les fameuses bouteilles Kérizac. Ça donne l'eau à la bouche. Comment se porte le marché du cidre en ce moment avec le contexte de la Covid ? Alors, la Covid, c'est vrai que voilà, ça a été très compliqué parce que du jour au lendemain, mi-mars, on a arrêté de travailler avec les crêperies, donc c'était zéro. La grande distribution a aussi levé le pied parce qu'on n'était pas dans les produits essentiels pour les consommateurs, bien évidemment. On n'est pas de la farine, des pâtes et j'en passe d'autres. Donc voilà, donc depuis par contre la reprise, la partie grande distribution, là c'est plutôt mieux comporté. Après sur la partie crêperie, ça met du temps et ça va mettre du temps. On estime on n'aura pas un retour à la normale avant au moins 1 an, quoi. Donc voilà, il faut tenir. L'entreprise est saine, comme les pommes qu'on utilise. Donc voilà, et on va tenir bon et on va passer le cap. Bon bah voilà, et puis c'est important de retourner chez nos restaurateurs qui ont besoin aussi qu'on les soutienne, aussi pour tous les fournisseurs. Merci beaucoup Laurent de nous avoir ouvert vos portes aujourd'hui. Avec grand plaisir. Très bonne journée. Et puis nous, on va se retrouver demain dans un tout autre univers à Josselin, chez l'un des derniers typographes de France. Vous allez voir un savoir-faire ancestral dont il nous donnera tous les secrets. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà fini. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne.